Alors, les programmes de vaccination représentent sans doute un des plus grandes réussites en termes de programmes de santé publique. Alors, pourquoi est-ce que les programmes de vaccination ont eu beaucoup de réussite? Je pense parce que, euh, tout d'abord, c'est une intervention simple, avec des outils simples, qui sont relativement faciles à comprendre. Un vaccin, une seringue, une aiguille, des fois c'est des gouttes. Et puis, une, des mesures, on peut faire le suivi du progrès relativement simplement également. Donc on peut fixer des objectifs, on veut vacciner 80% de la population, définir des plans pour accéder à ce niveau, pour atteindre ces populations, et puis mesurer le progrès qu'on fait. Donc depuis le départ, le programme de vaccination a mis en place des outils très très simples de planification, au niveau national, mais également au niveau du district, des pays, au niveau des communautés, pour définir les populations qui devaient être atteintes, comment est-ce qu'on allait les atteindre, avec quels moyens, est-ce que c'est en vaccinant dans des sites fixes, dans des centres de santé, des dispensaires, ou est-ce qu'on a besoin de faire des stratégies avancées où le personnel du centre de santé va aller une fois par semaine faire le tour des villages environnants pour également avoir des séances de vaccination. Donc, on aide les pays à définir ce type de stratégie et mesurer le progrès au fur et à mesure, mois par mois, du nombre d'enfants qui doivent être vaccinés, du nombre d'enfants qui effectivement sont vaccinés. C'est pour ça que ce programme est un programme qui a fait beaucoup de progrès, je dirais, en 20 ans. On est passé de moins de 5% des enfants de moins de 1 an à 80% ou 75%. Alors maintenant, les défis auxquels on se trouve confronté, c'est que ayant atteint, la plupart des pays ont atteint un niveau de couverture vaccinale assez élevé, on est arrivé à une certaine stagnation. Euh, on a deux groupes de pays, je dirais, grosso modo. On a un groupe de pays qui a un bon programme de vaccination et qui va avoir un taux de couverture vaccinale aux alentours de 85-90%. Et les 10% restants ou les 15% restants des enfants non vaccinés sont assez difficiles à atteindre parce qu'ils sont soit dans des communautés extrêmement isolées géographiquement, soit dans des communautés qui sont isolées socialement, économiquement, qui ne vont pas avoir accès aux services de vaccination ou qui ne veulent pas avoir accès aux services de vaccination. Donc les défis auxquels on se trouve confronté maintenant pour ce type de pays, c'est de nouvelles stratégies pour atteindre ces populations qui n'ont pas accès à la vaccination ou qui ne veulent pas avoir accès à la vaccination. Puis on a un autre groupe de pays, mais je dirais c'est un nombre de pays limité, peut-être 10-15 pays, mais certains d'entre eux sont des gros pays, des pays avec des grosses populations, qui stagnent à 60% de couverture vaccinale et qui n'arrivent pas à aller au-delà. Et pour ces pays-là, le problème n'est pas uniquement la vaccination, le problème est souvent un problème politique, un problème de stabilité politique, un problème d'économie, où l'économie n'est pas nécessairement suffisante, un problème de corruption, où on n'a pas suffisamment de décideurs qui réellement croient en la santé publique et qui vont utiliser des fonds pour prioritariser la santé publique. Donc je dirais, c'est deux types de problèmes auxquels nous, OMS, collaborant avec les États membres et les États membres eux-mêmes, se trouvent confrontés pour faire avancer la vaccination encore au-delà de là où on en est. Alors les défis peuvent être financiers. Je dirais que beaucoup de pays, on a sans doute donné un mauvais exemple avec la vaccination au départ, c'est que les vaccins étaient financés en grande partie par l'extérieur, par les bailleurs de fonds. L'UNICEF a tiré des fonds, appuyé les pays en leur donnant les vaccins gratuitement. Et il a fallu pas mal de temps pour passer à un stade où on dise aux pays, bon maintenant ce programme vous appartient, c'est à vous de payer les vaccins, ou au moins les vaccins traditionnels qui sont bon marché, vous devriez les payer. Donc les pays pendant longtemps ont pris l'habitude d'avoir une aide extérieure. Et certains des pays se sont dédouanés de cette aide et ont pris, comme dans les Amériques, où maintenant les pays payent eux-mêmes leurs vaccins, c'est même partie de leur loi, ils mettent des budgets pour le vaccin, et ils ont des taux de couverture vaccinale extrêmement élevés. Et un certain nombre de pays dans le reste du monde qui également payent leurs vaccins.
Mais pour les nouveaux vaccins, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. D'abord, les vaccins coûtent beaucoup plus cher, mais c'est difficile pour ces pays de financer les vaccins. Donc, je vous ai parlé de Gavi tout à l'heure, de l'alliance Gavi, qui a permis l'introduction des nouveaux vaccins. Une des innovations qui a été mise en place avec ce programme de Gavi, c'est de dire aux pays, on va vous aider pendant un certain temps avec ces vaccins, et puis petit à petit, vous allez contribuer financièrement, ce qu'on appelle un cofinancement, qui va aller croissant au fur et à mesure du temps. Vous allez contribuer au financement de ces vaccins. Donc, de manière à ce que le programme avance de manière concrète avec au départ des vaccins qui sont financés intégralement par l'extérieur, pas des bailleurs de fonds, mais petit à petit, le pays s'engage à financer lui-même le vaccin. Et pour certains nombre de pays qui ont des économies faibles, c'est quand même un investissement important. Donc ça, c'est un défi auquel on se trouve confronté. Et les stratégies qu'on met en œuvre, c'est évidemment, on ne peut pas forcer le pays à payer s'il ne peut pas payer, mais faire prendre en compte, faire prendre à ces pays, faire réaliser par ces pays le fait que la prévention des maladies par la vaccination est un investissement économique qui vaut la peine. C'est-à-dire qu'ils peuvent mobiliser les ressources, ça va leur coûter moins cher sans doute de financer ces vaccins au départ, plutôt que d'avoir à payer les frais médicaux liés aux maladies ou aux services de santé qui doivent ensuite soigner les enfants. Donc on essaye de faire du plaidoyer au niveau des parlements, des chefs d'État, etc., pour faire en sorte que progressivement le financement de la santé qui va vers la vaccination soit augmenté et que le financement de la santé lui-même, bien entendu, augmente. Un autre des défis qu'on a dans un certain nombre de pays, c'est la capacité en gestion managériale des responsables de programmes. Ce sont des gens qui souvent sont des techniciens, sont des médecins de santé publique, qui n'ont pas nécessairement une formation en gestion de programme. Donc c'est un aspect qui est devenu extrêmement important, c'est d'apprendre, de permettre à ces gens d'avoir une formation qui leur permette de faire de la gestion de programme, de la bonne planification, du bon suivi, du bon monitorage des progrès, de la gestion du personnel et de la vision à moyen terme des besoins du programme. Parce que souvent on a une vision à court terme, parce qu'on a tellement de choses à faire dans le court terme qu'on ne prend pas le temps de planifier sur 5 ans quelle va être l'évolution du programme. On a mis en place un processus et des outils pour permettre au pays de développer des plans pluriannuels sur 5 ans pour leur programme de vaccination, qui prennent en compte l'état des lieux actuels du programme de vaccination et qui disent, voilà, dans les 5 ans qui viennent, nous allons augmenter la couverture vaccinale de tant de pourcents, nous allons introduire tel vaccin, nous allons essayer d'éliminer telle maladie, nous allons focaliser notre attention sur tel type de population, groupe de population, et utiliser telle stratégie. Et voilà combien ça va coûter sur les 5 ans. Et ensuite, avec cet outil, on peut aller voir le ministère des Finances, d'abord, pour leur dire, on aura besoin de cet argent-là sur les 5 ans à venir. Allez voir ensuite les bailleurs de fonds internationaux qui appuient les programmes de santé, les programmes de vaccination dans les pays. Donc ça, c'est un des outils qu'on a mis en place pour aider à la planification et à la mobilisation des ressources, les pays qui ont encore ce type de problème. L'autre difficulté, c'est le personnel de santé. C'est une des faiblesses d'un certain nombre de pays où il n'y a pas suffisamment de personnel de santé, ou quand il y en a, il n'est pas suffisamment formé. Et souvent, quand il y a du personnel de santé, il y a une rapidité de rotation du personnel de santé extrêmement rapide qui fait qu'une personne qui a été formée dans les techniques de vaccination, dans les stratégies de vaccination, au bout de 2 ans, va changer d'emploi ou va partir dans le secteur privé si c'est une personne qui est un peu plus formée, qui est bien formée, va vouloir gagner plus d'argent, sortir du secteur public, aller dans le secteur privé. Donc il y a un besoin permanent de formation de ressources humaines qui est important. Mais malgré tous ces défis que je décris, financiers, formation, planification, etc., il y a un certain nombre d'outils qui existent et on a quand même un impact qui n'est pas négligeable. Tous les ans, les programmes de vaccination dans le monde
évite 2 à 3 millions de décès qui auraient eu lieu si on n'avait pas de programme de vaccination en place. Et évidemment, on évite également des décès futurs parce qu'on met en place des programmes de vaccination contre l'hépatite B qui ne sont pas des décès d'enfants qu'on évite maintenant, puisque l'hépatite B n'est pas une maladie infantile, mais c'est une maladie qu'on contracte à l'âge soit d'enfance, soit à l'âge d'adolescent ou d'adulte, et ensuite qui peuvent créer des cancers du foie, des cancers létaux qui tuent les adultes. De la même façon, on a introduit récemment, un nombre de pays commencent à introduire le vaccin contre le virus du papillome humain, qui est un virus qui est contracté par les hommes et par les femmes, mais qui chez les femmes peut dégénérer en cancer du col de l'utérus. Et ce sont des décès futurs qu'on évite en introduisant ce vaccin chez les adolescentes de 13 ans ou 14 ans. Donc les programmes de vaccination ont de réels impacts. Je parlais tout à l'heure du nombre de décès qui surviennent tous les ans à cause de la rougeole. On dit 200 ou 300 000 enfants meurent tous les ans de la rougeole. Mais il y a 10 ans, on avait plus d'1 million d'enfants qui décédaient de la rougeole. Et c'était une maladie qui était beaucoup plus mortelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un problème parce que comme on voit de moins en moins de rougeole, en particulier dans les pays riches, on voit de moins en moins de rougeole, les gens n'ont plus tendance à se vacciner. Donc ça, c'est un des problèmes nouveaux également qui survient, c'est la résistance à la vaccination parce qu'on ne voit plus les maladies. On voit ça beaucoup en Europe, aux États-Unis, dans les pays industrialisés, mais on voit ça aussi de plus en plus dans les pays en développement, dans les pays moins riches, où les maladies ayant disparu, on commence à voir des groupes qui résistent à la vaccination, qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient vaccinés ou qui pensent que la vaccination est une machination fomentée par certains groupes politiques pour soit stériliser les femmes, soit avoir un effet négatif sur certains types de populations ou de groupes ethniques. Donc on a ce type de problème qui grandit, et une des nouvelles stratégies qui est nécessaire maintenant, c'est une stratégie très forte de communication. Communiquer bien sur les bienfaits de la vaccination, sur les risques. Quand il y a des risques de la vaccination, il faut être transparent, mais il faut aussi expliquer le bénéfice de la vaccination et montrer aux gens le risque-bénéfice qui est concouru. Je parlais de l'impact, je parlais des nombres de vies qui sont sauvées tous les ans. L'impact pourrait être encore beaucoup plus important si on introduisait certains de nouveaux vaccins qui sont maintenant disponibles et qu'on commence simplement à introduire contre les pneumonies à pneumocoque et contre les maladies diarrhéiques à rotavirus. Donc ce sont deux nouveaux vaccins qui ont été mis sur le marché, je dirais, il y a une dizaine d'années maintenant, et qui commencent à être introduits dans les pays en développement. Au fur et à mesure que la couverture vaccinale va augmenter, on aura un impact beaucoup plus important sur la mortalité de moins de 5 ans. On commence à l'avoir dans certains pays, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et cet impact sera encore plus important si on n'utilise pas uniquement le vaccin, mais qu'on met en place des programmes où d'une part on vaccine avec le vaccin conjugué contre les pneumonies à pneumocoque, mais en même temps on met en place dans les centres de santé le diagnostic des maladies respiratoires qui peuvent être liées à ces pneumonies à pneumocoque, et qu'on met en place des médicaments, des antibiotiques, du traitement, etc., qui permet de réellement avoir un impact sur la maladie. Pas uniquement prévenir la maladie, mais également être capable de la traiter. Et il faut former le personnel à pas uniquement administrer un vaccin, mais également détecter les cas et utiliser les médicaments efficaces, essentiels, qui peuvent permettre de traiter ces maladies-là. C'est valable pour les pneumonies, c'est valable pour les maladies diarrhéiques, où on peut également utiliser des sels de réhydratation pour traiter les enfants qui ont les diarrhées et éviter que ça ne dégénère. Également pour le col de l'utérus, on peut vacciner avec le vaccin contre le virus du papillome humain, mais on peut également faire du screening pour voir s'il y a des lésions. On peut également faire de l'information à la santé, etc. Et travailler avec les adolescents pour leur faire
pour les informer sur les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles. Donc le programme de vaccination, le programme élargi de vaccination, qui est maintenant beaucoup plus élargi qu'il était en 1974, puisqu'on a de manière régulière, je dirais, les programmes délivrent 10 à 12 vaccins, et non plus les 6 originaux, ont un impact sur la santé publique qui est extrêmement important. Et la meilleure preuve, c'est qu'un grand nombre de maladies infantiles disparaissent, deviennent inconnues pour de nombreux médecins, ce qui, bien entendu, amène avec soi un tas de problèmes, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on ne voit plus la maladie fait que les gens disent « mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se vacciner ?» puisque la maladie n'existe plus. Mais elle existe encore tant qu'elle n'est pas éradiquée. Et une seule des maladies évitable par la vaccination a été éradiquée à ce jour, c'est la variole. On espère très bientôt éradiquer la polio. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus que 3 pays qui sont endémiques avec la polio, le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan. On n'a pas vu de cas au Nigeria depuis le mois de juillet de l'année dernière. Donc on a bientôt 1 an sans cas de polio en Afrique, dans tout le continent africain. Et les cas restent maintenant dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, où le programme fait des efforts considérables, les pays font des efforts considérables pour essayer d'éradiquer. Et là encore, quand on aura éradiqué cette maladie, maintenant on sait que c'est tout à fait possible, l'impact sur la santé publique sera très très important. Alors en termes de leçons, je dirais, tirées de ces 40 ans de programme élargi de vaccination. L'année dernière, l'Assemblée mondiale de la santé a célébré les 40 ans du programme élargi de vaccination, les 40 ans du PEV. Je dirais qu'il y a une leçon d'abord de simplicité. On a un programme qui a un impact extrêmement important, qui a une grosse réussite, parce que c'est un programme simple.